Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet enregistrement des échanges avec le public de l'école alsacienne. Échanges autour de deux des questions que nous avons abordées dans notre dernière conversation. D'abord, la situation de l'école et du modèle scolaire dans tous ses états, et ensuite la situation de la Turquie après les élections municipales perdues par le président Erdogan. J'ajoute que, puisque nous sommes à l'école alsacienne et que nous parlons de la situation du modèle scolaire, j'ai demandé au directeur de l'école alsacienne, Pierre de Panafieux, de se joindre à notre panel composé de Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique de l'écologie, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr. Il ne nous reste plus qu'à répondre à la première de vos questions et à remercier Fabrice Gros, que j'ai oublié de remercier tout à l'heure dans notre déclinaison des remerciements, de porter le micro à celle ou celui d'entre vous qui aura la première question. Alors, je vois des mains qui se lèvent, mais elles sont pour se gratter la tête. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle des communautés éducatives, une notion autonomie ou des choses comme ça. Je voudrais savoir, justement peut-être Lucille Schmid, quel est le rôle des collectivités locales sur le fait de stimuler ces communautés éducatives ? Lucille. Oui, ce qui est important, c'est que les collectivités locales, à différents niveaux, régions, départements, municipalités, sont chargées de l'entretien au départ des bâtiments. Donc en fait, sur l'aspect très matériel de l'endroit où les élèves étudient. Mais il y a évidemment toute une série d'autres possibilités qui sont ouvertes en termes de périscolaire, en termes d'activités qui se montent à côté dans la ville, dans le département, dans la région. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, que c'était aussi un sujet de collaboration entre les différentes collectivités, entre le département, la région, les municipalités, par exemple, pour faire un agenda 21 dans une cité scolaire, c'est-à-dire organiser des activités plus écologiques en relation avec les étudiants. Vous avez aussi des voyages scolaires. La région Île-de-France, depuis très longtemps, organise, par exemple, un voyage à Auschwitz pour des lycéens. Et donc, vous avez la possibilité d'enrichir, en lien avec la communauté, avec les professeurs, de projets qui sont liés à vos moyens. Et ce qui est intéressant dans le rapport qui a été largement critiqué, c'est qu'au fond, il dit aucune administration de l'État n'est capable de chiffrer l'ensemble de l'investissement public qui est fait de par l'État et de par les collectivités locales. Alors, moi, je trouve que ça montre aussi la façon dont chacun travaille en silo en termes d'action publique. Mais ça montre par ailleurs que lorsque vous êtes dans une région riche, l'établissement avant où j'étais, qui était une cité scolaire d'un département riche et d'une région riche, bénéficiait d'une dotation budgétaire où d'une certaine manière tout était possible. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose dans un lycée de Seine-Saint-Denis, non pas parce qu'on ne souhaite pas que ce soit possible, mais parce qu'il y a un système de reconduction des dotations budgétaires qui fait que vous êtes plus ou moins bien traités en termes de moyens. Ce sont aussi des professeurs qui me l'ont raconté en me disant que lorsqu'on est dans un grand lycée avec des classes préparatoires, on peut parfois se faire rémunérer certaines prestations qui seraient gratuites ailleurs. Donc il y a un sujet sur la flexibilité qu'offre une bonne dotation budgétaire. Et au fond, cette question des inégalités, elle est importante parce qu'elle peut entraîner des fantasmes en termes de guerre scolaire. Et c'est pour cela qu'à mon avis, la transparence budgétaire permet un meilleur fonctionnement démocratique. Alors, moi j'aurais une question que je voudrais poser à Pierre de Panafieux, qui a écouté nos échanges de tout à l'heure, pour lui demander d'une part s'il y a quelques-uns de ces échanges le font réagir d'une manière ou d'une autre, et d'autre part, quels sont, de son point de vue, les fantasmes les plus durables et qui sont les plus nécessaires à combattre à propos de l'enseignement public et de l'enseignement privé. Ah ben j'ai deux micros. Ah oui. Alors les fantasmes, je ne sais pas très bien. L'école alsacienne étant un établissement laïque comme l'enseignement public et privé sous contrat comme
comme les établissements catholiques qui sont privés sous contrat et qui forment plus de 95% des établissements privés, nous sommes une sorte d'hybride entre les deux. Donc les fantasmes, c'est pas tout à fait notre tasse de thé. En tout cas, on est assez mal placé pour parler de ça, puisque nous appartenons aux deux mondes. Sur le fond, la loi Debré que vous avez évoquée est en fait l'extension d'une relation que l'école alsacienne avait avec l'État depuis la fin du XIXe siècle, puisque l'école alsacienne, étant laïque, était subventionnée par l'État avant la loi Debré. Donc nous avons une habitude depuis très très longtemps d'avoir une partie de nos ressources qui sont des ressources publiques et une partie qui sont une ressource privée. Ça nous semble tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est l'absence de contrôle, en effet, de l'usage de ces fonds publics. Nous publions nos comptes, donc c'est parfaitement visible depuis toujours, et il n'y a aucun souci, c'est tout à fait transparent. Mais de la part de l'État, moi j'ai été contrôlé une seule fois, c'était pour s'assurer que les élèves que j'inscrivais à l'école avaient bien leur passage dans la classe supérieure et que je n'inscrivais pas en douce des élèves redoublants dans la classe supérieure, ce qui est quand même pas vraiment une tentation forte dans cet établissement. Donc c'est le seul en 33 ans d'exercice, c'est le seul contrôle, et ça c'est assez anormal. Il y a un élément intéressant dans la loi de M. Blanquer 2019 pour l'école de la confiance, qui s'appelle l'évaluation des établissements, et qui depuis 4 ans est en place, et tous les établissements publics et privés sous contrat sont évalués une fois tous les 5 ans. D'abord, il y a une phase d'auto-évaluation, et puis ensuite, il y a une équipe qui est chargée de l'évaluation extérieure, un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, 2 chefs d'établissement qui passent 2 ou 3 jours dans l'établissement pour interroger tout le monde. Et à la fin de l'année prochaine, l'État, dans chaque rectorat, aura une vision absolument complète de ce qui se passe dans tous les établissements. Donc pas besoin de mettre en place une commission Théodule de plus, il y aura tout dans les rectorats. Quand j'évoquais la question des fantasmes, j'avais dans l'esprit la question de école privée, école de riches, et je pense que sur ce point, peut-être c'est intéressant d'éclaircir les choses. Alors, il y a, alors évidemment, c'est un des points sur lesquels, quand on s'interroge sur cet établissement-ci, on tombe tout de suite sur cette remarque. Et de fait, l'école alsacienne est située dans l'un des quartiers les plus chers de Paris et a une école maternelle et une école élémentaire. Et le recrutement des élèves ne peut se faire que dans un périmètre géographique assez restreint. Il y a une particularité dans cette école qui est que les élèves, quand ils y entrent, ont la possibilité d'y faire toute leur scolarité. Nous ne faisons pas de sélection en cours de route. Donc, de fait, nous avons un stock, entre guillemets, d'élèves qui proviennent du quartier. Et du coup, nous avons une politique qui vise à ouvrir socialement l'école. Par exemple, pour l'entrée en seconde, plus de la moitié de nos élèves entrent avec une aide, soit une bourse totale, soit une bourse partielle, mais c'est quand même un choix très important. Ça n'aura aucun effet sur notre indice de positionnement social, puisque il intéresse l'ensemble de l'établissement, mais nous considérons que ça fait partie de notre réflexion, et nous n'avons pas attendu les dernières années pour réfléchir à ça. Dès la fondation de l'école que Nicolas Bavrez a évoqué, le premier conseil d'administration de l'école, c'était l'un des thèmes abordés, c'était pour accorder 5 bourses pour des élèves qui devaient suivre la scolarité. Donc c'est un point qui est depuis longtemps. C'est maintenant depuis 9 ans que nous avons cette politique. Merci. D'abord, est-ce que quelqu'un veut intervenir autour de la table? Et sinon, oui, madame.
m'entend. Donc, toujours sur les fantasmes, je voudrais savoir si, il me semble avoir entendu, est-ce qu'il est vrai qu'au cours des 20 dernières années, le public, le nombre d'enfants scolarisés dans le public a fondu au profit du privé? C'est-à-dire, est-ce que il y a eu il y a une fuite du public vers le privé? Et est-ce que dans ces cas-là, on s'est posé la question d'interroger les familles qui avaient changé ou cette évolution, savoir pourquoi? Oh oui, vous pouvez interroger les députés NUPES, ils vous diront pourquoi ils ont mis leurs enfants dans le privé. Nicolas Bavrez. Ça a été rappelé par Jean-Louis Bourlange, la fuite, la vraie fuite est impossible puisqu'il y a un quota sur le privé, qui est un quota de 20%, mais qui en réalité est plutôt en dessous. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, l'évolution, c'est l'explosion du privé hors contrat, qui part d'un niveau très faible, mais qui a multiplié et le nombre d'établissements et le nombre d'élèves. Et c'est vrai que si on continue à avoir l'effondrement de l'école publique, on va avoir un système qui va devenir un système à la britannique, c'est-à-dire un système vraiment extrêmement inégalitaire, où les familles les plus aisées enverront leurs enfants soit à l'étranger, en Suisse notamment. On sait déjà aujourd'hui que, par exemple, alors ça c'est dans le supérieur, mais le PFL a un succès considérable et était une des voies de contourner la folie de Parcoursup. Mais aussi, ça va jouer maintenant sur le secondaire, au Royaume-Uni également. Et donc, on aura ces deux évolutions. Développement du privé hors contrat, cette fois-ci. Là, pour le coup, il n'y a plus de contrôle de l'État, puisque c'est... Et également, envoi des enfants à l'étranger pour éviter à la fois l'effondrement du système et puis cette gestion par les algorithmes qui est en réalité le stade suprême de la lâcheté. Parce que, évidemment, l'algorithme, on l'a dit, l'algorithme, il est nourri d'un certain nombre de biais extrêmement importants. Et aujourd'hui, le principal biais, c'est que la mixité sociale, l'objectif de mixité sociale, s'est substitué au niveau scolaire. Donc, il n'y a plus de reconnaissance, ni du travail, ni des résultats. Et donc, ce système va forcément appeler de la part des familles des stratégies de correction si on n'arrive pas à remonter l'enseignement public. Mais le remonter, ça veut dire, j'insiste, de revenir à une chose fondamentale, c'est que l'objectif premier, c'est le savoir. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais dire un mot en écho de ce qu'a dit Lucille sur la participation des régions. Moi, j'ai été longtemps conseiller régional. Je ne sais pas si les choses ont changé, mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'à travers le fait que c'était les régions qui, en fait, finançaient non seulement les bâtiments, mais l'ensemble des moyens pédagogiques, notamment dans les lycées techniques, etc., les régions pour les lycées, les départements pour les collèges, avaient quand même pris une part importante à l'établissement des filières. Des filières de savoir, c'était négocié vraiment entre l'État et la collectivité régionale. Il y avait une certaine parité qui était réelle. En revanche, sur la pédagogie, alors là, absolument nul. On avait le droit à rien. Ce qu'on avait aussi, c'était une présence dans les conseils d'administration. Et moi, on avait une présence très, très institutionnalisée, très forte dans les écoles du secteur public. Dans les écoles sous contrat, on était associés. Je me rappelle, la Providence, à Dieppe, j'allais à des réunions qui étaient très intéressantes, mais j'avais moins de pouvoir. Alors là, on avait quand même une vision assez précise des choses. Et ce que je constatais à ce moment-là, je ne pense pas que ça ait changé, c'est que le conseil d'administration, c'est vraiment un organe qui ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un grand conseil des récriminations. Les représentants des élèves se comportent comme si c'était des syndicalistes avec 40 ans d'expérience derrière eux. Ils imitent, enfin c'était un jeu de mimétisme de la revendication syndicale. Les revendications des uns et des autres
portait toujours, et légitimement, sur « il n'y a pas les moyens, nous ne pouvons pas faire », systématiquement, dans des régions, c'était une région assez dure, la région dieuppoise, assez contestataire de la majorité de l'époque, mais l'idée, c'était qu'on ne votait pas le budget, et c'était donc un outil de participation très, très peu adapté. Par ailleurs, on dit, il faut renforcer le pouvoir du chef d'établissement. C'est vrai, et alors là, ça se heurte immédiatement à une revendication très profonde du corps enseignant qui dit on n'est pas là on est contre le Führerprinzip, on n'est pas là pour obéir. Donc, il me semble que là, il y a une réflexion à mener sur ce que les anglo-saxons appellent un board, un bureau, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait réunir une petite équipe de 6-7 personnes, le proviseur ou le principal si on est en collège, quelqu'un qui s'occupe de l'organisation des études, l'emploi du temps, quelqu'un qui s'occupe de la discipline et peut-être des relations avec le monde extérieur, le gars qui s'occupe des fluides, l'intendant, etc. Et puis peut-être des systèmes de préfets, comme on a dans le système privé. Et on pourrait avoir là une entité qui créerait une base d'autonomie qui ne serait pas assimilable à une sorte de soumission à la dictature. Vous voyez, le dictateur est là. Mais ça serait, à mon avis, très intéressant, parce que le conseil d'administration n'est pas l'instrument qu'il faut pour créer une véritable concertation dans le pilotage de l'établissement. C'est beaucoup plus une chambre des remontrances. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais reprendre sur la question que vous posiez, madame, sur, au fond, les motivations des parents lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans le privé. Je n'ai pas du tout fait d'enquête particulière, mais mon sentiment, c'est qu'il y avait la question du niveau, et qu'aujourd'hui s'y ajoutent d'autres critères importants. C'est évidemment la question de la tranquillité, de l'ambiance, et que la question du harcèlement et de la violence à l'école, ça a été évoqué tout à l'heure. L'inquiétude par rapport à la question de la violence, du harcèlement, des menaces sur les professeurs est devenue quelque chose de fondamental. Moi, je connais plusieurs personnes qui n'ont rien de catholique et qui ont inscrit leurs enfants dans des établissements catholiques avec l'idée qu'il y aurait cette espèce de tranquillité liée d'une certaine manière presque à une ambiance un peu religieuse. C'est ça que je trouve paradoxal dans un pays laïque. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fameux rapport ultra critiqué, sauf par moi peut-être autour de cette table, le rapport donc Westberg-Vanier, dit aussi que par rapport au contrat qui est passé avec les établissements privés, dans un certain nombre de cas, les programmes sont respectés pour les établissements sous contrat jusqu'à peut-être 10 minutes et qu'un certain nombre de temps peut être distrait pour faire des choses qui ne sont pas obligatoires. Et du coup, cette question de la juste répartition des moyens par rapport au contenu est un sujet, même si je pense qu'aujourd'hui, dans les motivations des parents, c'est devenu moins important qu'auparavant. Jean-Louis Bourlanges. Moi, la critique, ce rapport, d'abord, quand j'ai dit que mon collègue était restaurateur new-yorkais, c'était pas pour le dévaloriser, c'était simplement parce que je considérais qu'il était porteur, par définition, d'une éthique d'initiative, de liberté, de caractère capitaliste, qui faisait que, quand je le voyais s'engager dans un processus de remise au taquet des écoles privées, je croyais qu'il y avait un petit choc. Bon, mais sur la question que pose Lucie, je crois que ce n'est absolument pas, et ce qui me gêne dans ce rapport, c'est absolument pas un problème de contrôle. Bien sûr qu'il n'y a jamais assez de contrôle, bien sûr, ça a été dit, on vient de le dire de façon tout à fait claire, les gens font un peu ce qu'ils veulent dans le public, dans le privé, etc. Mais la question n'est pas là. La question, c'est l'écrémage. C'est ça le reproche qui est fait. Parce que tout le système public repose sur une fiction. Non pas qu'on sacrifie le niveau scolaire au problème de mixité scolaire, mais on dit, de toute façon, le niveau scolaire est forcément pris en compte puisque tous les établissements sont égaux. Et que, simplement, ce qu'il faut, donc il n'y a pas de raison de choisir un établissement plutôt qu'un autre. Tous les établissements doivent dispenser le même savoir. En revanche, c'est évidemment une fiction d'imaginer qu'ils sont égaux et donc le but de créer la mixité scolaire ne garantit pas du tout une égalité
de la production du service enseignement, l'égalité entre les établissements. Donc c'est un problème qui n'est pas résolu. Mais à ce moment-là, le problème, c'est l'autonomie. Si les familles choisissent, effectivement, il y a des phénomènes de concentration dans certains établissements, et ce phénomène est aggravé, non pas parce que le fait que l'établissement privé est aidé, mais parce qu'il n'est que partiellement aidé. Un établissement, ça a été dit, quand 80% de la dépense scolaire est financée par le public, il reste 20%, qui est donc à la charge des familles. Donc, vous êtes, pour payer ce supplément, ce complément plutôt, vous avez intérêt à être pas trop infortuné. Donc, quand les gens disent qu'il faut réduire la subvention à l'école privée, ils aggravent le problème qu'ils dénoncent, comme l'a dit Nicolas, puisque les gens maintenant, de plus en plus, quand ils ont les moyens, mettent leurs enfants dans des établissements privés, même à l'étranger, ou etc., sans aucun support public. Et là, on a une aggravation phénoménale des phénomènes de discrimination. Donc il me semble que la réflexion, elle doit être à la charnière de la discussion. Est-ce que la mixité scolaire est le principal instrument de réduction des inégalités devant le savoir? Est-ce qu'il ne faut pas agir différemment selon les établissements? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer des thérapies, des systèmes de rattrapage qui soient beaucoup plus modulés et qui ne reposent pas simplement sur l'application bête et méchante d'un algorithme? Pierre de Panafieux. Oui, pour répondre à votre question sur le choix des familles, il y a un économiste, monsieur Grenet, je crois, qui a dit que si on laissait les choses en l'état, dans une dizaine d'années, 50% des enfants à Paris seraient scolarisés dans une école privée sous contrat. Donc il y a on a évoqué les PISA, donc le système d'évaluation de compétences des élèves à 15 ans pour tous les pays de l'OCDE. Et on a toujours déploré le piètre classement de la France, qui se situe autour des 24e dans ce classement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les pays qui marchent bien. Et les pays qui marchent bien appartiennent à deux catégories complètement différentes, mais où la famille joue un rôle très important dans l'adhésion aux programmes proposés par l'école, soit de manière volontaire, comme dans tous les pays du nord de l'Europe, soit d'une manière culturellement et socialement contrainte, comme dans les pays d'Asie de l'Est, où la part du confucianisme est très forte, et où penser du mal d'un professeur est quelque chose d'impensable, contrairement à d'autres parties du monde. Quand on regarde PISA et qu'on retire le facteur d'explication de la réussite des élèves par leur origine sociale, statistiquement on peut le faire, les établissements privés sous contrat ont effectivement de meilleurs résultats que les établissements publics à composition sociale absolument égale. Et je pense que l'une des raisons à laquelle nous ne pensons pas en France, parce que culturellement nous n'arrivons pas à penser convenablement l'articulation entre ce qui se passe dans les familles et ce qui se passe dans les écoles, cet élément-là plaide en faveur de l'établissement privé sous contrat, puisque les familles le choisissent. L'idée qui est assez contre-intuitive, ça serait effectivement, si on veut permettre à notre système de retrouver un certain dynamisme, c'est d'axer plus la question sur le choix des familles. Nous nous enorgueillissons de ce que Julien Grenet, dont les études fort intéressantes ont été citées par le directeur de l'école alsacienne, Pierre de Panafieux, est un des anciens assistants de l'Esprit public à l'époque où nous étions à Radio France. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Nous avons couvé une quantité considérable. Alors, monsieur. Oui, merci. Donc, juste une question simple. Les interlocuteurs ont souligné l'indigence des rémunérations des enseignants. Y a-t-il une différence entre le public sous contrat le privé sous contrat et le public dans cette matière? Du point de vue du traitement, non, il est identique en fonction des concours. Depuis les accords Langue-Cloupet
il y a désormais 2 concours, l'un pour le privé et l'autre pour le public, que ce soit pour le CAPES ou pour l'agrégation. La seule différence entre les professeurs du public et ceux du privé, c'est que les professeurs du privé ont plus de cotisations sociales à payer, notamment pour leur retraite. Oui, ça crée quand même une différence qui n'est pas négligeable en termes de rémunération. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le malaise des enseignants privés, malgré ce handicap, est beaucoup moins sensible, beaucoup moins fort que le malaise des enseignants du public, ce qui prouve que le problème du malaise doit être traité non seulement à travers les rémunérations, loin de moi l'idée de dire que c'est pas un problème important, mais que c'est vraiment le problème de la signification du métier, de la façon dont il est organisé, des relations au sein de la communauté éducative, de l'établissement des relations entre le professeur, l'élève, l'établissement, le professeur, l'élève et les familles. Et c'est là où le grand malheur, le grand malaise de l'enseignement public doit être traité. C'est là que se passe, que se manifeste cette crise de vocation qui est terrible. Moi, quand j'ai choisi ce métier, j'étais heureux de le choisir. Aujourd'hui, très peu de gens qui seraient dans ma situation, sont dans ma situation de l'époque, choisiraient ce métier. Ça, c'est quand même extrêmement grave que le métier d'enseignant ne soit plus considéré comme un métier respecté, respectable, reconnu et utile, et que ce soit considéré comme un truc qu'on prend quand on ne sait pas quoi faire d'autre, et au moins il y a les vacances. Ça, c'est très mauvais. On dit généralement que, je crois que vous y avez fait allusion, qu'il y a une énorme bureaucratie centralisatrice dans l'éducation nationale. Et d'autre part, on dit qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, on se demande un petit peu ce que fait cette bureaucratie. J'ai compris qu'il y avait 250 000 personnes qui n'étaient pas devant les élèves. Et donc, que fait cette bureaucratie si elle ne contrôle pas? C'est très simple, elle se contrôle elle-même. Elle se multiplie par scissiparité. Nicolas? Ah mais, si vous voulez, c'est là où il y a une comparaison étonnante avec le système de santé. Qu'est-ce que fait cette bureaucratie? Elle fait des règles, elle fait des normes, elle contrôle ensuite, soi-disant, les normes. Elle s'occupe de tout, sauf de ce qui est fondamental, c'est-à-dire la classe, le fonctionnement de l'établissement, le fonctionnement des classes. Donc, si vous regardez, par exemple, les rectorats, on a vu des effectifs qui sont démesurés, et ces effectifs sont aussi démesurés parce que l'éducation nationale gère plus d'1 million de personnes, pour l'essentiel sur une base nationale, ce qui est évidemment une folie. Et donc, on rajoute des échelons et des échelons. Donc, ce que n'importe quelle entité privée sait, c'est-à-dire que vous êtes d'autant plus efficace que vous limitez les niveaux hiérarchiques entre ceux du haut qui font la stratégie, ceux du milieu qui font l'opératif et ceux du bas qui délivrent, qui fabriquent ou qui délivrent le service. L'éducation ou la santé, on a fait exactement l'inverse. Et ce sont des systèmes qui sont donc pilotés, si vous voulez, l'éducation n'est faite ni pour les élèves, ni pour les familles, elle est faite pour la bureaucratie qui s'en occupe. Et c'est la même chose pour la santé. Et donc, il y a vraiment, si vous voulez, derrière, une perte de mission, une perte de sens. Et ce qu'on a rappelé pour les établissements privés, qui eux aussi, évidemment, parce qu'eux aussi, ils connaissent les évolutions, les dérives et les complications de notre société. Eux aussi, ils sont dans un environnement où la violence monte. Eux aussi, ils sont en butte aux réseaux sociaux. Eux aussi, ils sont en butte, et peut-être encore plus, parce qu'elles payent plus au consumérisme des familles. Mais pourquoi ça marche mieux? Parce que généralement, dans la plupart de ces établissements, on a gardé le sens de la mission, le sens d'un projet, et on a effectivement un collectif qui fonctionne encore au service de la mission première, qui, je le répète, est la transmission du savoir. Pierre de Palafieux. Oui, quand on parle de contrôle, il faut bien distinguer ce qui relève du contrôle a priori et ce qui relève du contrôle a posteriori.
culturellement en France, on est excellent dans le contrôle a priori, et une grande partie de cette bureaucratie vise à mettre en place et à contrôler des possibilités avant même qu'elles ne se réalisent. En revanche, ce que je déplorais tout à l'heure, c'est le manque de contrôle a posteriori, là où d'autres sociétés, peut-être un peu plus fluides que la nôtre, excellent. Oui, moi je trouve que votre question est essentielle parce que là, à la fois, il y a tout ce monde-là et cette bureaucratie, mais j'observe que quand même est tombée du ciel l'annonce d'Emmanuel Macron, auquel n'était associé aucun syndicat, aucun professeur, aucun chef d'établissement, sur le fait qu'on va modifier la formation des professeurs. Donc on a beaucoup de monde, on a une bureaucratie, mais on a aussi un système ultra vertical. Et ça, c'est pas seulement la bureaucratie, et c'est pas seulement les fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est le présidentialisme. Et puis, moi, je trouve que l'expression socle des savoirs, qui est employée à qui mieux mieux à gogo, est une expression extrêmement floue et qui demanderait à être remplie d'un contenu, y compris dans le débat public. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de professeurs, et moi, ayant été parent d'élèves, ayant été conseiller régional, etc., j'ai compris que le mystère de fabriquer un bon professeur est un mystère qu'on ne résoudrait jamais. Certains élèves vont apprécier tel professeur, d'autres moins, etc. Donc le sujet, c'est que le socle des savoirs doit matcher, si je puis dire, avec de bons professeurs. Et ça, pour l'instant, ce que craignent beaucoup d'enseignants, c'est qu'au fond, on procéduralise les choses au nom du socle des savoirs et qu'on ne leur laisse pas la liberté d'enseigner correcte au sein de leur classe. Ça me semble être un point essentiel. Le socle des savoirs ne doit pas empêcher chaque enseignant d'avoir la possibilité d'être enseignant. Nicolas Bavrez. Pour abonder dans ce que vient de dire Lucille Schmitt, il y a quand même un très grand paradoxe dans ce qui vient d'être annoncé par le président de la République, c'est qu'on a souligné à quel point les enseignants étaient importants et à quel point dans les problèmes, il y a le problème de la formation des enseignants. Et donc, expliquer qu'on va contribuer à améliorer le système et à augmenter le niveau des enseignants en faisant passer le recrutement de Bac plus 5 à Bac plus 3, ça, c'est quand même quelque chose qui laisse un peu pantois. Autre question, et ce sera de toute façon la dernière. Oui, monsieur là-haut. Moi, j'ai une question. Je me demande si finalement le débat qu'il y a entre privé et public, c'est pas finalement la conséquence d'un manque de lisibilité. On a une multiplication des réformes, des ministres, et finalement, les parents d'élèves, les grands-parents d'élèves n'y comprennent plus rien. Et donc, il y a une tentation de rejoindre, en tout cas, une école que eux ont connue. Vous parliez tout à l'heure de Pompidou, l'école de Pompidou, en disant, on va faire comme nous, on a connu, parce que la seule chose qu'on voit, c'est que les résultats baissent, il y a des problèmes dans les établissements, et on se dit, de toute façon, on va les mettre ailleurs, parce qu'au moins, il y a un fonctionnement qu'on comprend et qu'on connaît à peu près, et ça rejoint un peu la polémique qu'il y avait eu au moment de l'affaire de Stanislas, où on disait à Stanislas, le fonctionnement de l'école a recréé les filières du bac, par exemple. Et donc, du coup, on peut comprendre que certaines personnes aient la tentation d'être dans le privé, sous contrat ou hors contrat. Richard Verly. Oui, alors sur la nature respective des enseignements et de la configuration scolaire de chaque établissement, bien évidemment, je suis mal placé pour parler, mais moi, je ramènerai la question que vous posez à quelque chose que je disais, c'est la confiance. Quand on n'a plus confiance dans l'État et dans la capacité de l'État à assurer certaines missions, il est assez naturel de se retourner vers le privé. Et là, le parallèle fait par Nicolas entre l'éducation nationale et la santé me semble jouer aussi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est la défiance qui s'est installée, c'est pour cela que je le disais, la défiance généralisée qui s'est installée entre les parents d'élèves et l'enseignement. Et d'où la nécessité de recréer cette confiance. Parce que peut-être que si on arrive à recréer cette confiance, à ce moment-là, l'enseignement public ne sera pas systématiquement pénalisé aux yeux des parents. Et puis j'en profite pour répondre à un sujet, puisque Nicolas avait exprimé son désaccord par rapport à ma remarque sur la violence à l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Je maintiens quand même ce que je dis, parce que si on considère que la violence problématique dans beaucoup d'endroits en France est devenue paralysante pour l'école aussi, alors je ne vois plus tellement quelles sont les solutions.
C'est-à-dire, si on ne part pas du principe, je ne dis pas qu'il est applicable partout, je ne dis pas qu'il est, comment dirais-je, je ne nie pas la réalité, mais si l'on ne part pas du principe que l'école est une différence, la cour de l'école, la classe offre une différence par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire la rue et l'espace public, là, ça devient quand même très compliqué. Donc, que la violence dans les rues implique et une implication et un impact sur ce qui se passe dans l'école, oui, Nicolas, ça me paraît tout à fait évident. Mais moi, je maintiens que quand même, il faut partir du principe que la violence à l'extérieur de l'école n'a pas vocation à se répliquer à l'intérieur. Sinon, très franchement, on est en train d'abdiquer sur beaucoup de choses. Oui, bien sûr, je crois, moi j'étais d'accord avec Nicolas, mais c'est bien sûr que ce que vient de dire Richard est évident, ça n'a pas vocation, la violence n'a pas vocation à rentrer dans les établissements. Moi, ce que je ressens, j'ai pas de solution, hein, je suis pas dans le faucon Yaka. Ce que je ressens profondément, notamment à l'issue de cette discussion, c'est que effectivement, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont extrêmement profonds. Les problèmes de méfiance et de violence, ce sont d'ailleurs les mêmes. La méfiance dégénère, prend une forme paroxystique et dégénère en violence. Elle est partout. On a la méfiance entre, là, le secteur privé et le secteur public, c'est apparu assez récemment, réapparu assez récemment. On a la méfiance entre les parents et les éducateurs, les enseignants. On a la méfiance des profs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement. On a la méfiance entre les communautés religieuses. On a la méfiance au sein des groupes entre ceux qui réussissent trop bien et ceux qui réussissent trop mal. Et on crée, au lieu de créer des complémentarités ou des émulations positives, on en arrive à des déchirements très profonds. Je crois que c'est quelque chose qui ne relève pas simplement de l'action de quelques réformes administratives. J'ai écouté le chef de l'État vendredi, qui a parlé d'ailleurs avant la mort de ce malheureux garçon à Viry-Châtillon, dans quelques heures avant sa mort, mais il a fait un catalogue politico-administratif. C'était très bien, sans doute, mais le problème est beaucoup plus profond. Moi, je crois que ce problème de confiance, de méfiance, de ressentiment, de déchirement, de discorde civile, est un problème qu'on ne peut régler qu'en redonnant de la liberté. Je pense qu'on n'arrivera pas à gérer ça par une centralisation des normes nationales, décentralisation des circulaires. Parce que tous les acteurs, les parents, les enseignants, les élèves eux-mêmes, tous doivent prendre leur part d'une entreprise qui vise à recréer un lien profond au sein de la communauté éducative et, d'une façon générale, au sein de la communauté sociale. Et ça implique, à mon avis, que vraiment je dirais pas qu'on libéralise au sens capitaliste du terme, mais qu'on donne de la liberté à tous les niveaux. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on fasse respirer le système public au lieu de vouloir étouffer, ce qu'on ne fera pas d'ailleurs, heureusement, le système privé. Mais cet appel à la liberté, cet appel à la reconnaissance, au dialogue, aux solutions concrètes dans les établissements, à la prise en compte des problèmes tels qu'ils se posent, là où il y en a, des problèmes de distribution de drogue, des problèmes de non-intégration culturelle des familles, enfin tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut régler à la base et on ne peut pas les régler à la base si on ne donne pas beaucoup plus de liberté aux acteurs. Je crois que c'est vraiment vers ce chemin-là qu'on doit s'avancer si on veut reconstituer quelque chose qui ressemblerait à une société française unie. On en est loin et c'est l'objectif fondamental des 10 ou 15 prochaines années que de reconstituer ce tissu social qui est aujourd'hui très profondément délabré. Permettez à un élu de la nation de le dire, c'est affligeant. Moi, je fais de la politique depuis, 60 ans, j'ai commencé tôt, et c'est affligeant de voir que tout ce qu'on a essayé de faire depuis 60 ans
où il y a eu des grands succès, on arrive aujourd'hui à avoir une communauté nationale aussi profondément déchirée et à une communauté scolaire dont les déchirements, les déchirures sont le reflet, l'expression d'un déchirement plus vaste qui est celui de la société française. Voilà ce que je voulais vous dire comme témoignage à la fois de relative impuissance, mais de relative confiance aussi, parce que je pense qu'il y a un chemin. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cet enregistrement a été préparé, à Benoît Carré, qui en assurera, comme depuis la création de ce compendium, qui assurera le compendium de cet enregistrement. Nicolas Tourneau veille au site depuis aussi notre création. Olivier Magloire veille à la plateforme de financement. Laurie Galligani est à la manœuvre dans tous nos enregistrements en direct. Nouvelles Écoutes est aussi, et Julien Neuville produisent cette émission, tandis que l'École alsacienne nous accueille là aussi fidèlement depuis le début de notre aventure en podcast. Je vous donne donc rendez-vous dans un instant pour ceux qui sont dans la salle pour les traditionnels échanges autour des deux thèmes que nous avons abordés, et puis dimanche prochain pour un nouvel esprit public, et entre-temps mercredi pour le BADA, c'est-à-dire l'enregistrement de la conversation que je viens d'annoncer. Merci, à tout de suite.